Ce qui attend la Française, si vous voulez, c'est une cure d'austérité absolument phénoménale, comme je vous l'ai dit il y a un an, et ça sera la même chose, ça sera même pire, je pense, que ce que les Grecs ont vécu. Et les Européens veulent mettre en place la même politique que la Chine. C'est terrifiant d'ailleurs observer ce qui se fait en ce moment avec l'Europe. Donc nous sommes dans le même état que la Grèce en 2009. On sait qu'à partir des élections présidentielles, c'est-à-dire après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante. Est-ce que ce futur terrifiant est arrivé? Oui, absolument, hélas. Hélas, pour une raison très simple. C'est quelque chose de comptable. Hein, c'est de la comptabilité pure. L'endettement de la France aujourd'hui officiel est à 130%, alors que tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui à 160%. Et à nouveau, comme je vous le disais il y a un an, aujourd'hui la France est exactement dans l'état qu'avait la Grèce en 2009-2010, et à partir du moment où elle a subi une crise d'austérité absolument phénoménale qui lui a été imposée par l'Allemagne, n'oubliez pas, par la Banque Centrale Européenne, par le FMI et par la Banque mondiale. Et ce qui fait, si vous voulez, que 30% des jeunes Grecs ont quitté le pays. Ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'on vit dans un monde magique, à faire croire aux gens que créer de l'argent, c'est créer de la valeur, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucun rapport dans la création de valeur et la création d'argent. Il faut nous faire un peu rêver quand même, un peu donner un petit peu de perspective, un petit peu de... Comment il dit? Mais non, je vais vous dire ce qu'il y a de merveilleux. Oui, merveilleux. Merveilleux, je vais vous expliquer ce qu'il y a de merveilleux, qui est merveilleux d'ailleurs. C'est que la chute de l'Union soviétique, ça n'a pas été une mauvaise nouvelle pour les Russes. Ils sont beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Ils ont quand même pris très très cher en 90. Hein. On n'a pas dit qu'on ne prendrait pas très cher. Il n'y a pas de solution qui ne soit pas douloureuse. Il y a des vrais gens qui vont en prendre par la gueule. Mais attends, ça fait 12 ans, ça fait 14 ans qu'on le dit. Ça fait 14 ans qu'on se fait insulter sur les réseaux, etc. parce qu'on dit ce qui va se passer. Ça fait 14 ans qu'on nous dit, oui, de toute façon, de la marche, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des horreurs, etc. Ouais, d'accord. Sauf que maintenant, les gars, va falloir payer l'addition. C'est tout. C'est tout ce que je dis depuis. Ça fait 14 ans que je dis, il y a no free lunch. Donc, tu paieras l'addition. Tu peux pas aller au restaurant, bouffer comme un cochon et jamais payer. On t'apporte l'addition. Et c'est maintenant qu'on est en train d'apporter. Pour revenir à ce qui est dit, il y a aussi autre chose. Il n'y a pas de solution collective parce que collectivement, on va ramasser une claque. Mais chacun des gens qui nous écoutent peut prendre des décisions pour essayer d'organiser son épargne de la façon où il en prendra moins plein la gueule. Pénurie à venir de gaz russe. Oui, parce que le risque qui plane sur l'Allemagne n'est pas du tout le même. Hein. L'Allemagne était dépendante avant la guerre à hauteur de 55% du gaz russe. Elle a fait des efforts pour justement réduire sa dépendance. Aujourd'hui, 35% du gaz qu'elle importe provient de Russie. Et puis il y a cette information importante, 50% des foyers se chauffent au gaz aujourd'hui. Si l'Allemagne ne reçoit plus de gaz, donc si les robinets sont totalement coupés, eh bien j'ai trouvé ce chiffre qui est très intéressant. L'Allemagne peut tenir 2 mois maximum sur ses réserves. Robert Habeck, qui est le vice-chancelier allemand, a eu cette phrase très forte: nous sommes confrontés à une situation inédite, tout est possible, nous devons nous préparer comme toujours au pire. Donc effectivement, le pays tente d'activer certains leviers et vous allez voir que les mesures qui sont prises sont beaucoup plus drastiques que chez nous. D'abord, la possibilité de réintroduire du télétravail comme en pleine pandémie, sauf que là, ce serait pour économiser l'énergie nationale. Les députés allemands ont voté un plan économie et ce qu'il en résulte, c'est ça: pas de chauffage au-dessus de 20 degrés pendant l'hiver et même des coupures d'eau chaude dans certains bureaux individuels. Et ensuite, certaines villes, au cas par cas, commencent déjà à prendre des mesures drastiques. Par exemple, diminution de l'éclairage urbain, arrêter totalement certains feux de circulation, rendez-vous compte où on en est, et puis couper l'eau chaude dans certains logements. Voilà, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à la transition énergétique, se montre elle aussi alarmiste. Il faut se mettre dans le scénario du pire, car il existe à tout moment. La Russie peut interrompre totalement ses livraisons de gaz. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle nous nous sommes mis totalement la tête sur le bio européen, et lorsque Poutine arrive avec la hache, nous commençons à couiner.
Mais au fond, quelque part, les Allemands et avec eux le reste de l'Europe n'a eu un peu que ce qu'ils méritent, c'est-à-dire une transition énergétique que je qualifierais de relativement intégriste. Et à force, les intégristes écolos qui sont au gouvernement en Allemagne, aux Pays-Bas, dans pas mal d'autres pays, à force de vouloir toujours plus vert, eh ben on finit dans le noir de charbon. C'est quand même l'immense paradoxe de la situation actuelle. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je m'excuse pour les mois sans vidéo. On traverse tous des temps assez difficiles en ce moment, donc j'avais besoin aussi de couper un peu pour les vidéos. Donc en 3 mois, date de ma dernière vidéo. Il s'en est passé des choses, donc aussi bien dans l'actualité que dans ma vie personnelle. Alors j'étais avant ces 3 mois beaucoup dans l'analyse, la réflexion, la volonté de transmettre des informations aux gens pour participer au réveil de la population, donc sur différents thèmes. Alors je dis pas que c'est plus une priorité, mais j'ai le sentiment qu'on est passé à un autre stade actuellement. Donc de ce fait, je suis depuis 3 mois vraiment plus dans l'action, et je vais vous présenter un petit peu ce que je fais actuellement. Alors par action, j'entends se préparer. Se préparer à quoi? Donc on va le voir juste après. Alors juste avant, je voulais remercier donc tous ceux qui continuent, malgré le manque de vidéos, donc à me faire des dons. Donc vraiment un grand merci à vous, c'est très généreux de votre part, et je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Alors pourquoi cette vidéo? Se préparer, et donc on va rentrer donc dans l'action. Pourquoi se préparer? Donc c'est né en fait d'une réflexion vraiment globale sur la situation actuelle et sur les moyens que j'ai à mon échelle individuelle pour me préparer et répondre aux différentes difficultés à venir. Par là j'entends les passes, les crises, les récessions, les pénuries. Donc je vais vous mettre pas mal de liens de personnes qui en parlent, donc notamment de Pierre Jovanovic, de Charles Gave, d'Olivier Delamarche. Vous pouvez retrouver donc des vidéos sur Thinkerview, donc avec par exemple Charles Gave et Olivier Delamarche. Vous pouvez retrouver la revue de presse de Pierre Jovanovic, vous pouvez retrouver Jovanovic aussi sur TV Liberté. Et donc l'hiver qui s'annonce vraiment tumultueux avec la réélection de Macron, avec différentes possibilités. Et c'est là que c'est vraiment difficile, c'est qu'on n'arrive pas forcément à voir qu'est-ce qui risque de se passer. Entre un retour du pass, un retour du masque, un retour du confinement, une crise économique dont parle Olivier Delamarche, Charles Gave et Pierre Jovanovic, les pénuries alimentaires, même Macron parle de chèque alimentation, le rationnement, la pénurie de gaz suite à l'Ukraine, même LCI en parle. Une possible participation à la guerre, avec Macron, je pense on peut tout mettre sur la table. Donc tout ça m'a amené à réfléchir et à me renseigner sur différents sujets. Des sujets assez variés mais qui finalement se recoupent un petit peu, comme le survivalisme, avec un livre que je peux vous recommander de Piero San Giorgio qui s'appelle Survivre à l'effondrement. Vous pouvez le trouver sur internet en gratuit, en PDF, et franchement c'est une mine d'or. Les habitats alternatifs, l'hyperinflation, donc là on est pas mal dans l'inflation actuellement, voilà, donc c'est des sujets qui se recoupent et qui ont tous un lien les uns avec les autres. Donc en fait pour comprendre un petit peu mon raisonnement, je suis passé je pense dans ma tête en mode survie, donc le cerveau reptilien là, je me suis dit ok je peux plus faire grand chose par rapport à la dictature, par rapport au mensonge, par rapport à voilà, ce monde de fous qui est vraiment notre monde actuellement. Alors je me suis dit je vais me trouver des moyens pour anticiper les conséquences de tout ça. Quitte à être complotiste, autant avoir un temps d'avance sur les conséquences et essayer d'anticiper un petit peu. Alors plutôt qu'anticiper, je dirais plutôt limiter, parce que je pense que c'est le meilleur terme, parce que même préparé, je pense qu'on va vraiment traverser des temps qui sont difficiles. Il y a une lecture, par exemple, de Pierre Jovanovic, dans ses livres, lui, il pense qu'on est dans la période de l'apocalypse, donc de la période de la révélation. C'est assez intéressant à lire. Je peux vous recommander d'ailleurs ces livres sur 666, 777... voilà, lui il traite de ça, il pense qu'on est dans cette période de l'apocalypse. Et donc avec toutes ces réflexions, avec tout ce temps que j'ai passé donc sur ces différents sujets, tout s'est enchaîné très très vite. Alors j'ai tout d'abord commencé à faire toute une série de choses pour me préparer que je vais tout de suite vous présenter. Alors juste avant de vous présenter, attention, je veux absolument pas vous faire peur, vous faire stresser, mais simplement vous présenter mon état d'esprit actuel et de vous donner un retour sur tout mon cheminement dans l'optique de se préparer au pire. Ensuite, chacun fait comme bon lui semble, comme d'habitude. Mais ayant accumulé une grande audience, franchement, je me devais de réunir toutes ces informations pour vous faire part de tout ça et de vous en faire profiter pour que ceux que ça intéresse, pour leur faire gagner du temps. Alors la première chose que j'ai faite, je suis parti un petit peu côté survivalisme, la première chose que j'ai faite, c'est de faire du stock de nourriture. Donc quelques mois de stock, donc avec des boîtes de conserve, du sel, du sucre, de l'eau, des pâtes, du riz, enfin bref, que des choses qui se conservent longtemps. Donc ça, le stock de nourriture, c'est pour répondre au risque de pénurie et à la flambée des prix qui menacent. Finalement, c'est ce que Pierre Jovanovic explique, c'est que ça devient un investissement maintenant. C'est-à-dire qu'avec l'inflation, avec les prix qui augmentent, le fait d'acheter un gros stock de nourriture maintenant,
eh bien en fait que vous allez être gagnant sur le long terme puisque ce stock, vous l'auriez payé bien plus cher dans quelques mois. Et donc pour vous donner des idées, pour ceux qui s'intéresseraient à ça, donc à effectuer un stock, je vais vous mettre en fait tout simplement l'Excel que moi j'ai rempli avec donc tout ce que j'ai acheté. Alors il y a des choses, voilà, chacun fait comme il veut, hein, de toute façon dans tous les cas, en fonction des goûts, des préférences, mais bon, dans l'idée c'est de prendre des choses qui se concernent. Par contre, attention, qui dit stock de nourriture, potentiellement pour quelques mois pour plusieurs personnes, là pour moi c'est pour 2 personnes, ça nécessite vraiment une place importante de stockage. Et aussi que ça soit à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Donc vraiment préparer ça, il faut de la place, ça va prendre beaucoup de place, et voilà, il faut que ça soit à l'abri de l'humidité et de la chaleur. Donc ça c'est le premier point, donc le stock de nourriture. Le deuxième, c'est la monnaie. Vous n'êtes pas sans savoir que sans argent on n'a rien dans ce monde. T'as pas de monnaie, t'as rien, c'est ça, hein? Par rapport à la crise qu'annoncent différents économistes, il y a différentes possibilités. Donc la première, c'est d'avoir un peu d'argent liquide sur soi. Pourquoi ? En fait, pour anticiper une interdiction de retirer de l'argent des banques, comme il y a eu en Grèce lors de la crise de 2008. Voilà, ils ne pouvaient pas retirer plus d'un montant, et les montants, ils étaient dérisoires. Hein. Quand vous avez, quand vous avez 70 000 € sur votre compte, si vous pouvez retirer que 50 € maximum, ça va être compliqué. Donc ça, c'est le premier point, l'argent liquide. Le deuxième, donc, c'est des pièces d'argent et d'or. Donc pour faire face à de l'hyperinflation, généralement, ce qui est recommandé, donc, c'est d'acheter des pièces d'or et d'argent. Pour cela, en fait, faut se renseigner. Donc, je vous encourage à regarder donc ce qui s'est passé au Zimbabwe, qui a eu le record de l'hyperinflation, ou encore de la République de Weimar en Allemagne dans les années 1920. Je peux vous recommander la chaîne Un peu mieux. Franchement, je vous la recommande parce qu'elle traite un peu de tous ces sujets et elle vous donne en plus plein de conseils donc pour vous préparer et faire face à ces risques. Donc ça, c'est une mine d'or. Pour info, dans le livre de Pierre Jovanovic, par rapport donc aux pièces d'argent et d'or, dans son livre La planche à billets, il explique qu'en 1919, en Allemagne, une pièce d'or coûtait 170 marks. Donc les marks, c'était la monnaie allemande à l'époque. En 1923, la même pièce coûtait 87 trilliards de marks. Donc ça vous donne un petit peu une bonne définition déjà de ce qu'est l'hyperinflation. Quand tout se multiplié par 10, 100, 1000, 10 000 en quelques jours, voire des fois même en quelques heures, en fait, d'avoir des pièces d'or permet généralement de maintenir son épargne à flot en cas de crise. Si vous êtes intéressé par ça, moi je vous conseille le site joubertchange.fr. C'est un site qui est recommandé par Pierre Jovanovic. Il est très bien, il peut vous livrer aussi, donc voilà, vous pouvez aller là-dessus. Je précise que j'ai aucun tarif préférentiel là-dessus, donc que vous achetiez sur ce site ou sur un autre, je toucherai rien du tout, mais en tout cas voilà, moi je vous conseille celui-là puisque je l'ai trouvé plutôt bien fait. Je reviens avec la chaîne que je vous ai parlé, donc la chaîne Un peu mieux. Elle préconise aussi de temps en temps donc d'acheter des devises étrangères. Elle donne l'exemple du Zimbabwe où lors de leur hyperinflation, en fait au bout de quelques temps les gens se sont mis à échanger des dollars. Donc en fait pour payer de la nourriture, de l'eau, des matières premières, en fait ils ont utilisé le dollar. Ce qui est assez hallucinant parce que les États-Unis c'est très loin du Zimbabwe, mais ça reste quand même la monnaie importante. Et puis il y a d'autres devises qui pourrait être intéressante, puisque on se dit que si l'euro s'écroule, le dollar s'écroulerait peut-être aussi. Moi je pense par exemple aux francs suisses, puisque les francs suisses, c'est pas dans l'euro, ça tient quand même vachement bien, donc, et puis c'est frontalier aussi avec la France, donc si des fois il y a besoin, c'est pas non plus très très loin. Donc voilà, moi je pense par exemple aux francs suisses, et puis il peut y avoir encore d'autres monnaies qui peuvent être intéressantes. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais qui certainement... certainement je vais le faire dans peu de temps. Les crypto-monnaies, alors je suis absolument pas un connaisseur. J'ai passé beaucoup de temps de recherche et j'ai trouvé ça vraiment complexe. Alors il y a des fois j'ai trouvé des choses qui étaient vraiment très basiques et des choses qui étaient très complexes. Donc là j'ai vraiment pas mis beaucoup d'argent pour être très honnête, mais j'en ai mis vraiment juste sur des choses assez classiques comme le Bitcoin. Donc c'est pas des gros montants et en fait dans mon état d'esprit c'est plus un pari qu'autre chose. Voilà, c'est plus dans l'idée de je mets de l'argent là-bas, si l'euro vient à se casser la gueule ou autre, j'ai de l'argent qui est en crypto qui potentiellement tiendra peut-être mieux. Voilà, c'est vraiment un pari, mais encore une fois, c'est peu d'argent. Et je reviens là-dessus, c'est que mon fil conducteur, ma pensée, ça a été de miser un petit peu sur tout. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il peut y avoir différentes crises potentielles et donc différentes conséquences entre le fait de peut-être d'avoir une interdiction de retirer de l'argent liquide ou bien d'avoir une dévaluation de la monnaie, ou une pénurie, ou le pass sanitaire, une perte d'emploi. En fait, il peut y avoir plein de possibilités, ce qui fait que c'est très difficile de se dire je mise que là-dessus. Et d'ailleurs, encore une fois, je recite la chaîne Un peu mieux, donc qui prend l'exemple d'une famille très riche, je crois que c'est une famille suisse, si je dis pas de bêtises.
qui a réussi en fait à maintenir une richesse absolue pendant des centaines d'années avec différentes générations. Et eux, ils expliquent qu'en fait, comment ils ont fait ça, en misant sur plein de choses. Voilà, sur plein de choses différentes, donc comme l'or, comme l'argent liquide, etc. Donc je pense que c'est vraiment cette idée-là qui est la plus intéressante, sachant que le futur est très incertain et très flou. Alors le troisième point très important, donc l'habitat. Alors pourquoi l'habitat? Parce qu'en fait, quand on est en situation de crise, la première chose qu'on pense, c'est déjà d'avoir un toit. Et pour ma part, étant actuellement en location, en fait, tout mon raisonnement m'a conduit à me questionner. S'il y a une crise qui arrive, ça peut être de tout type, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Et donc là, il y a eu plusieurs possibilités. Je me suis dit, je peux pas rester en location parce que c'est quand même des sacrés montants que je dois donner à un propriétaire. Je suis dépendant, je suis pas autonome. Et là, je me suis dit, c'est important aussi, moi je vis en ville, même si j'aimerais vivre en campagne. Je me suis dit, c'est important que je fasse un choix par rapport à ça, c'est-à-dire quitter la ville et avoir un toit à moi. Et là, il y a eu plusieurs possibilités donc, qui se sont présentées. Alors, des habitats type ferme avec terrain, pour y développer petit à petit de l'autonomie, de l'autosuffisance. Par rapport à ça, pour ceux qui seraient vraiment intéressés par rapport à ça, je peux vous conseiller une chaîne YouTube qui s'appelle Ferme Autonome. Il présente ça en fait donc, dans ses vidéos, puisque lui, il a tout plaqué, il est parti s'acheter une ferme dans un coin paumé, et il a lancé petit à petit l'autonomie, puisque l'autonomie, ça se fait pas du jour au lendemain. Il est devenu donc de plus en plus autonome, en essayant quand même d'avoir un minimum de confort aussi. Et donc il y avait donc ces habitats, type ferme, et puis le deuxième, c'était les habitats légers et déplaçables, type caravane, yourte, tiny house, roulotte, voilà. Alors comme je vis pas seul, mais marié, on a fait le choix à deux, et en fait on s'est dit, il faut qu'on mette sur le papier ce qu'on veut avoir, et en fonction de ça, on fera notre choix. Tout d'abord, on voulait conserver un minimum de confort. Donc tout ce qui était caravane, alors c'est vrai qu'il y a des belles caravanes aujourd'hui qui sont avec pas mal de confort, mais ça nous paraissait encore un peu rustique. Le deuxième, c'était le choix du bois, parce qu'on adore l'aspect du bois, son ambiance, ses qualités intrinsèques, ses qualités énergétiques. Et voilà, juste aussi le bien-être de vivre dans quelque chose avec du bois. Le troisième, c'était le choix de la mobilité. Et ça a été, je pense, le choix le plus important. En fait, comme on ne sait pas encore ce qui peut se passer à court ou moyen terme, encore une fois, on joue sur le côté adaptabilité. C'est pour ça que je mise un peu sur plein de choses, c'est, voilà, je peux m'adapter en fonction, et pas dire, j'ai misé que là-dessus, et j'avais pas vu cette possibilité-là, et je me suis fait avoir. Donc la mobilité permet d'être adaptable, même s'il y a aussi des inconvénients, comme le fait qu'il faut avoir du carburant, ou ce genre de choses, mais l'idée de miser sur une ferme un peu perdue nulle part, ça me paraissait très risqué. Ça me paraissait risqué puisque ça nous demandait déjà de changer de boulot, et puis voilà, ça laissait peu de place en cas d'échec à changer, une possibilité de changement qui était assez difficile. Donc nous on est parti sur une tiny house. Donc une tiny house, c'est en fait une maison en bois mais sur remorque, donc qui peut être déplaçable, et donc qui avait pas mal d'avantages, donc notamment l'isolation par rapport à une caravane, et puis le côté mobile et le côté aussi confort, donc avec le bois. Alors attention, puisque une tiny house, le gros problème c'est les terrains et tout ce qui est réglementation et législation. Puisque aujourd'hui, les tiny house c'est encore très peu connu en France, c'est connu pas mal aux États-Unis. Ça tend à venir un peu en Europe, mais c'est encore lent. Et donc, tout ce qui est législation, terrain, c'est encore très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des mairies qui peuvent vous refuser, même si c'est votre terrain. Donc voilà, je vous encourage vraiment, si des fois il y en a qui sont intéressés pour se renseigner par rapport à ça, à vous renseigner sur tout ce qui est législation terrain, puisque c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Donc voilà. Donc nous, ce versant habitation, ça nous a permis 3 choses. 1, d'avoir un toit en cas de crise potentielle, c'est-à-dire de ne plus être dépendant d'un propriétaire, d'avoir un loyer à payer, d'être chez soi. 2, de devenir propriétaire sans prêt. Nous, on a utilisé en fait tout simplement nos économies. Et 3, vider une bonne partie de notre compte en banque, donc avec l'achat de cette tiny. L'idée, c'était de réduire notre quantité d'épargne présente en banque. Puisque, encore une fois, je cite la chaîne YouTube, un peu mieux, qui nous explique, et bon, moi je l'avais compris depuis longtemps, mais peut-être que certains n'ont pas encore compris, c'est que pendant longtemps, il était plus risqué d'avoir son épargne en dehors des banques qu'à l'intérieur, avec les vols, avec les crises, etc. Et puis maintenant, avec le fait que notre monnaie papier ne soit plus adossée à de l'or ou à de la valeur réelle, c'est-à-dire qu'on imprime des trilliards de dollars ou d'euros à la Banque Centrale Européenne, mais sans que ça repose sur une matière, tout ça fait qu'on arrive donc à de l'inflation aujourd'hui, c'est-à-dire à une perte, une dévaluation de la monnaie. On le voit aujourd'hui avec l'euro qui coûte autant qu'un dollar.
Et donc dans ma vision, actuellement, aujourd'hui, ça peut paraître paradoxal, mais il est plus risqué pour moi de laisser une grande quantité d'argent en banque que de la sortir par différents biais. Donc le côté habitation a bien entendu pris une bonne part donc de l'épargne et ça a permis donc de réduire la quantité d'épargne en banque. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de faire en fait comme un camembert, un graphique, donc avec votre épargne, avec du coup où est votre épargne, combien est-ce qu'il y en a dans la banque, combien est-ce qu'il y en a dans le stock, combien est-ce qu'il y en a dans les pièces, combien est-ce qu'il y en a en argent liquide. Moi c'est ce que j'ai fait et ça me permet d'y voir plus clair pour voir concrètement s'il y a une crise, combien est-ce que je perds d'épargne qui reste bloquée en banque. Et pour aller un petit peu plus loin, généralement, les spécialistes, on va dire, donc disent qu'il faudrait à peu près 10% de notre épargne en or-argent. Après, ça c'est pour vous donner une idée, pour avoir une base. Vous pouvez être en dessous, vous pouvez être au-dessus, mais voilà. Puisque, on le sait, en cas de crise, l'État peut tout à fait dire à la population de ne pas pouvoir retirer plus de tant d'argent de son compte en banque. Voilà, encore une fois, c'est aussi des économistes, comme Delamarche, Charles Gave, et Pierre Jovanovic qui conseillent d'enlever un maximum d'argent des banques, tout simplement pour ne pas se faire tondre. Le quatrième point un peu court, ça touche tout ce qui est eau, donc généralement ce qui est conseillé c'est d'être proche soit d'un puits, soit d'une source d'eau, d'une rivière ou autre, d'acheter aussi des filtres, alors il y a des filtres Berkeley qui sont très performants, qui coûtent très cher mais qui sont très performants, ça je me suis pas encore lancé là-dessus mais ça devrait pas trop tarder. Et puis après en fait on peut aller très loin, tous ceux qui tendent donc vers le survivalisme, c'est d'acheter des panneaux solaires, d'acheter des pompes, d'avoir des choses au gaz, de faire du stock. Après, ça dépend de vers quoi vous voulez aller, mais disons qu'il y a beaucoup de possibilités, et je pense que toutes les sources que je vous ai données pourront vous permettre aussi de vous renseigner par rapport à ça. Et puis, dernière chose, le cinquième point, en fait, ça a été d'investir dans des sacs survie pour moi et ma femme, avec aussi une tente. Voilà, c'est vraiment le côté strict nécessaire, le côté un peu extrême, mais voilà, d'avoir quand même quelque chose de prêt, de préparé en cas de crise majeure, en espérant ne pas avoir à s'en servir. Mais voilà, c'est des sacs vraiment avec tout le matériel vraiment très utile, que vous pouvez acheter un peu n'importe où, à Decathlon ou autre, ça fera amplement l'affaire. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo très courte, c'était l'idée de vous présenter un petit peu tout ça, donc j'ai fait cette vidéo en très peu de temps, donc je m'excuse par rapport peut-être à la qualité de cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop moche à regarder. Ça m'a pris comme un coup de fusil, je me suis dit, il faut que je partage tout ça, ça fait 3 mois que déjà j'ai pas donné de nouvelles à la chaîne, et puis en fait, il faut que je partage toute cette expérience, toutes ces informations que j'ai engrangées de mon côté, et tout cet état d'esprit finalement. Donc voilà, vous avez de la lecture, je vous ai proposé différents livres, différents ouvrages, vous avez des vidéos, vous avez aussi des choses très concrètes, très pratiques. J'espère juste pouvoir aider des personnes qui seraient vraiment dans le questionnement pour la suite, pour se préparer et pour anticiper. Maintenant, je pense pas que vous me prendrez trop pour un fou, puisque voilà, si vous suivez certaines personnes qui aujourd'hui parlent de la situation actuelle, que ce soit économique, géopolitique, sanitaire, énergétique, c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités d'effondrement que ça paraît peut-être même juste logique de vouloir s'y préparer et d'anticiper, même si, je le répète encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. C'est la conclusion que j'ai personnellement. Après, voilà, je suis pas un spécialiste, ça fait que 3 mois que j'ai réfléchi sur tout ça, mais j'ai pas trouvé de solution miracle, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un petit peu de tout pour que ça fonctionne. Je vais prendre l'exemple du survivalisme, de gens qui essayent de devenir autonomes. C'est pas juste avec un panneau solaire que vous allez vous en sortir. Il va falloir le panneau solaire, il va falloir les batteries, il va falloir les éoliennes quand il n'y aura plus de soleil. Il va vous falloir peut-être tendre vers des frigos du désert pour économiser. Il va falloir réduire la consommation que vous avez avec peut-être des ampoules LED, avec ceci, cela, enfin bref, c'est vraiment tout un ensemble qui fait que vous êtes efficace. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est ce que j'ai essayé de vous transmettre donc, dans cette vidéo. Donc voilà, malgré toutes ces idées, à mon avis, malheureusement, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais à mon avis, on passera donc des temps assez difficiles. C'est vrai que voilà, écouter plusieurs personnes et à voir tout simplement la situation actuelle dans différents domaines, la période de septembre, la période de l'hiver qui arrive, risque d'être une période assez difficile.
Je citerai pour finir Bruno Le Maire, qui a dit que certaines industries allaient devoir fermer puisqu'il n'y aurait pas assez de gaz, il n'y aurait pas assez d'énergie pour les faire fonctionner. Il a dit que pour les plus modestes, il allait peut-être les aider, mais que pour ceux qui auraient les moyens, c'est-à-dire la classe moyenne, eh ben c'est eux qui devraient payer ces augmentations. Donc bref, on se dirige vraiment sur un effondrement des classes moyennes, sur une baisse du pouvoir d'achat et sur une inflation qui continue d'augmenter et qui, si elle se transforme en hyperinflation, risque de prendre beaucoup de gens au dépourvu. Voilà, donc c'était plus par rapport à ça, peut-être cette peur d'être pris au dépourvu que je me suis lancé dans tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous ai présenté donc toutes ces informations. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et n'hésitez pas donc à écrire un petit mot dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, à bientôt, bye. Il faut nous faire un peu rêver quand même, donner un petit peu de perspective, un petit peu de... Comment il dit? Mais non, je vais vous dire ce qu'il y a de merveilleux. Oui, merveilleux. Merveilleux, je vais vous expliquer ce qu'il y a de merveilleux, qui est merveilleux d'ailleurs. C'est que la chute de l'Union soviétique, ça n'a pas été une mauvaise nouvelle pour les Russes. Ils sont beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Ils ont quand même pris très très cher en 90. Hein. On prendrait pas il n'y a pas de solution qui ne soit pas douloureuse. Il y a des vrais gens qui vont en prendre par la gueule. Mais attends, ça fait 12 ans, ça fait 14 ans qu'on le dit. Ça fait 14 ans qu'on se fait insulter sur les réseaux, etc. parce qu'on dit ce qui va se passer. Ça fait 14 ans qu'on nous dit, oui, de toute façon, de la marche, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des horreurs, etc. Ouais, d'accord. Sauf que maintenant, les gars, il va falloir payer l'addition. C'est tout. C'est tout ce que je dis depuis. Ça fait 14 ans que je dis, il y a no free lunch. Donc, tu paieras l'addition. Tu peux pas aller au restaurant, bouffer comme un cochon et jamais payer. On t'apporte l'addition. Et c'est maintenant qu'on est en train d'apporter. Bien à ce qu'il dit, il y a aussi autre chose. Il n'y a pas de solution collective parce que collectivement, on va ramasser une claque. Mais chacun des gens qui nous écoutent peut prendre des décisions pour essayer d'organiser son épargne de la façon où il en prendra moins plein la gueule.